Bienvenue à ce quatrième épisode de J'ai rendez-vous avec Bernard Marie, fondateur de l'Institut AGI, qui est un institut de recherche par des praticiens, centres de formation et développeurs de l'outil holacracy dans le monde. Sachez que vous pouvez d'ores et déjà disposer dans la barre de menu du bouton Q et R afin de pouvoir poser toutes vos questions à travers notre échange. Le thème donc, de cette quatrième édition de J'ai rendez-vous avec Bernard Marie fait suite, Bernard Marie, à une tribune que tu as écrite et qui est publiée dans Harvard Business Review. Libérer la puissance des collaborateurs grâce au management constitutionnel, c'est le titre. Tu as également réalisé une vidéo dans laquelle tu exprimes ta fascination pour les différences de comportement d'un individu entre quand il est dans une organisation et quand il est en dehors de l'organisation et comment tu te trouvais moins bien que toi-même dans une entreprise, donc une expérience dont tu vas nous parler aujourd'hui. Alors, un mot pour commencer, Bella-Marie? Ravi d'être avec vous et puis de rentrer dans le vif du sujet. Superbe. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec des questions. Alors, vous dites que le fait de passer la porte de l'organisation, la personne se fait prendre par la membrane juridique qui amène les individus à modifier leur comportement. Est-il possible donc de dépasser la membrane juridique et le lien de subordination sans transformation profonde? Non, il faut que les choses soient claires parce qu'on raconte tellement de choses qui sont fausses dans ce mouvement très positif qui se développe à vitesse grand V. On va appeler, même si j'aime pas le terme, libérer l'organisation. Non, tant qu'il y a des contrats de travail, par définition et par construction, dans un contrat de travail est défini par trois éléments, une rémunération, un job à faire et un lien de subordination. Et lien de subordination entre l'employé qui signe le contrat de travail et un supérieur hiérarchique. C'est écrit comme ça dans le droit du travail et donc l'employé est censé obéir, exécuter les directives du supérieur hiérarchique. C'est comme ça aujourd'hui en 2021, là, à l'heure où je vous parle. Et pour des bonnes raisons. Ce contrat-là, il ne faut pas le jeter avec l'eau du bain. Pour des bonnes raisons, il a été créé. Il faut comprendre aussi qu'il a été créé lorsqu'il s'agissait de mettre en place le management classique qui date des années 1911 avec Fayol Taylor et Ford. C'était la façon de pouvoir faire vivre une pyramide. Et effectivement, il y a ceux qui gouvernaient en petit nombre et puis ceux qui étaient gouvernés. Donc, les gens à l'époque n'avaient pas la compétence, etc., etc. Donc, c'était assez logique à l'époque qu'effectivement, on leur dise ce qu'il fallait faire. Et c'est resté dans le droit du travail. Donc, il faut comprendre que ce contrat de travail est une fonction inhérente au système de management et d'organisation pyramidale qui date de 1911. Et on est toujours avec ça. Donc, probablement, ça va évoluer. Donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que lorsque vous quittez vous quittez chez vous le matin et que vous allez au bureau et que vous traversez une membrane invisible qui est la membrane juridique de l'entreprise, vous passez du monde en dehors de l'entreprise au monde de votre entreprise. Si vous êtes salarié, eh bien, vous changez d'environnement en termes d'exécution du pouvoir. Dans le premier environnement, vous êtes libre, à condition de respecter les lois. Vous êtes dans un état, ce qu'on appelle un état de droit, dans lequel tout le monde est égaux ou censé être égaux en droit et en devoir. En tout cas, c'est l'objectif visé. Et à partir du moment où vous respectez les lois, vous faites exactement ce que vous voulez. Vous pouvez acheter du pain quand vous voulez, vous pouvez louer un appartement, vous pouvez acheter, je sais pas, une voiture, etc., etc. Vous n'avez pas besoin de consulter ou déférer votre autorité. Alors peut-être sur votre conjoint, votre conjointe, sans doute, mais au-delà de ça, il n'y a pas de boss à aller voir, il n'y a pas demander l'avis d'équipe, etc., etc. Donc vous êtes dans un monde d'une relative liberté, relative, parce qu'il y a des limites, on les connaît en ce moment. Et, quand vous rentrez, vous pénétrez, vous traversez la membrane de l'entreprise, donc vous passez d'un statut personnel, on va dire, à un statut d'employé, eh bien, vous perdez cette liberté d'état de droit au profit de quelque chose qui n'est absolument pas défini de façon explicite, autrement que par ce que je viens de dire. La structure explicite, elle est définie par ce lien de subordination inhérent au contrat de travail. Bien sûr que la façon dont on vit dans les entreprises et pas une façon radicale et un peu primaire d'exécution du contrat de travail avec un manager qui vous dit tous les matins ce qu'il faut faire, quoique ça existe encore, largement, c'est pas possible. Mais en tout cas, cette architecture, elle est toujours là. Donc, ce n'est pas étonnant, si vous voulez, quand vous avez cette architecture, qu'évidemment, vous ne pouvez pas avoir, que vous en soyez conscient ou pas, vous ne pouvez pas avoir
les mêmes comportements au sein d'une entreprise que les comportements que vous avez en dehors de l'entreprise. Pour moi, c'est une évidence et vécu, parce que j'ai été, voilà, et vécu. Et donc, la question de toutes ces entreprises qui visent à libérer l'entreprise, même si je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, en tout cas qui visent à euh, permettre à tout à chacun d'être mieux que lui-même. Et on comprend bien que dès qu'il y a lien de subordination, je ne peux pas être complètement responsable de moi-même puisque j'ai un responsable hiérarchique. C'est juste une évidence. Et encore une fois, même si j'en ai pas la conscience de veille à chaque instant, pour autant, j'ai signé un contrat et l'architecture, elle est explicite. Bah, c'est sûr que la plupart des personnes sont moins bien qu'elles-mêmes dans l'entreprise. En tout cas, elles sont moins bien que ce qu'elles pourraient être s'il n'y avait pas cette architecture de pouvoir. Et donc, du coup, la question, c'est, bon, on pourrait se poser la question que évidemment de transcender le contrat de travail, passer d'autres modes de contractualisation. Il y a un droit commercial. D'ailleurs, il y en a de plus en plus. Il y a des gens qui sont plus salariés, qui sont auto-entrepreneurs pour leur petite boîte, et puis qui contractent avec des entreprises pour faire le même boulot. Hein. Vous allez dans les grands groupes, il y en a plein des comme ça, sans pour autant être dans un lien de subordination. Et puis, ben, en attendant, on ne va pas faire la révolution, mais je pense que c'est inéluctable, en fait, cette évolution du contrat de travail. En attendant, eh bien, la question de fond, c'est comment je peux euh, permettre aux collaborateurs de s'empuissancer, c'est-à-dire de monter en puissance, parce qu'on ne peut pas les forcer, donc je n'aime pas du tout le terme empowerment, parce qu'empowerment, ça veut dire qu'un manager t'empower. Mais si tu as besoin d'un manager pour être empoweré, ça va exactement à l'encontre de ce que tu veux, puisque tu veux que le collaborateur s'empuissance, prenne son leadership. Donc, je préfère le mot empuissancé que j'ai emprunté à mes amis québécois. Et du coup, est-ce qu'il est possible de créer un environnement, un contrat de travail constant au sein de l'entreprise qui leur permette de se rapprocher d'un empuissancement qui serait tel celui qu'ils ont en fait en dehors de l'entreprise. Et c'est ça tout le sujet. Et ça passe par une transformation profonde. Voilà, j'ai répondu à la question. Je suppose qu'on va poursuivre, mais je ne veux pas être trop long. Merci beaucoup, Bernard-Marie. Et justement, pour continuer sur cette lignée, est-ce que tu penses qu'il est possible d'augmenter donc l'empuissancement et l'autorité des salariés et leur permettre de prendre des responsabilités dans le modèle vraiment actuel des organisations? Ben, oui, bien sûr, c'est mon job. En fait, moi, mon job, je suis un chercheur praticien, puis je sais de quoi je parle parce que j'ai été manager et dirigeant pendant de longues années, donc c'est pas du hors-sol ce que je vous raconte, c'est du vécu. Je prétends pas avoir la vérité et prenez pas tout ce que je dis comme argent comptant, bien sûr, vous faites votre tri. Pour autant, je pense que ça passe par un certain nombre de conditions. La première, c'est de rétablir. C'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence, c'est inévitable. Je ne comprends même pas pourquoi j'y suis arrivé aussi tard et je ne comprends même pas que ça ne soit pas encore déployé plus rapidement. Puisqu'on a une constitution en dehors de l'entreprise, il faudrait qu'on ait au moins une équivalence au sein de l'organisation, c'est-à-dire une constitution pour l'organisation. Voilà. Et c'est l'essentiel de nos travaux. Je parle de l'institut dans lequel je suis depuis 12 ans. C'est de créer un régime constitutionnel, un pouvoir constitutionnel au sein des organisations. Et on a mis le paquet sur un truc qui est maintenant vraiment, vraiment développé, même s'il n'est pas miraculeux et qui a encore plein d'angles morts, qui s'appelle l'holacratie, qui est une constitution. C'est un pouvoir constitutionnel. C'est une constitution pour les organisations. Et puis, on a transcendé ça et maintenant, on est un petit peu plus loin. Je ne sais pas si on en parlera sur ce sujet, mais toujours basé sur une constitution. Ça, c'est le premier point. Mais si vous faites que ça ne suffit pas. Parce que vous allez remettre la confusion, possiblement, parce que je vois tous les gens qui s'emparent de ce modèle de holacratie, très souvent remettent de la confusion parce qu'ils n'ont pas traité la question du contrat de travail. Or, et la question de la comment dirais-je, de la traduction ou l'évolution ou la transformation de la pyramide hiérarchique, parce que qu'on le veuille ou non, qu'on la dessine ou pas, dans toute organisation, il y a une pyramide hiérarchique qui est la représentation graphique de tous les liens de subordination inhérents au contrat de travail. Donc, on ne peut pas dire il n'y en a pas. J'entends souvent des gens dire oui, chez nous, il n'y a pas de hiérarchie. Mais c'est un bobard, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la réalité. Ils voudraient que, donc ils ne font pas face à la réalité. Il y a une espèce de manque de lucidité. Et si on veut absolument faire des choses et faire avancer les choses et faire évoluer les choses, la première condition qu'on connaît tous, c'est d'abord de faire face à la réalité, parce que si tu ne fais pas face à la réalité, la probabilité que tu fasses évoluer la réalité est égal à 0, évidemment. Donc, faisons face à la réalité. Et du coup, une fois que tu as mis en place une constitution, là, la deuxième chose importante, c'est par rapport au sujet qu'on évoque, parce qu'il y a plein d'autres choses, hein, je suis en train de se projeter sur la question du jour. La deuxième chose, c'est de rendre explicite la hiérarchie. Je suis fasciné de voir que beaucoup de gens utilisent le mot hiérarchie sans se rappeler d'où ça vient.
Si on revient à l'époque de 1911, Fayol-Taylor, s'il n'y avait pas de contrat de travail et qu'on avait utilisé le droit commercial, il n'y aurait jamais eu de hiérarchie. Il n'y aurait jamais eu de hiérarchie. La hiérarchie est inhérente à une seule chose, qui est le contrat de travail. Mais dans l'inconscient collectif, dans les croyances collectives, la hiérarchie, c'est bien plus que le contrat de travail. Peu de gens savent ça. Et une fois, pourtant, c'est du bon sens. Et une fois que tu as compris ça, eh bien, c'est évident qu'à contrat de travail constant, la première chose à faire, c'est de rendre explicite la hiérarchie, de circonscrire. Dire, voilà, la hiérarchie, c'est ça, et de la décrire de façon explicite à travers ce que l'on appelle la structure. Hein. Donc, quand vous utilisez une constitution de type holacratie, parce qu'il faut reconnaître que holacratie, c'est quand même la constitution la plus avancée au monde, à ma connaissance. Hein. Et si vous en connaissez d'autres qui soient aussi avancées, faites-le moi savoir, ça m'intéresse, mais je n'ai pas encore vu. Et malgré ses limites, eh bien, du coup, vous allez utiliser, vous allez différencier, c'est assez facile à faire en holacratie, vous allez différencier la question du travail qui est à faire pour faire le business de son entreprise, bien sûr. Donc, si vous êtes une activité de production, bah, il y a produire, puis après, il y a la R&D, enfin, toutes ces activités-là qui font fonctionner l'entreprise. Ça, c'est ce que j'appelle le business, les activités, si vous préférez. Ça, c'est un travail, une nature de travail, puis une deuxième nature de travail qui n'a rien à voir avec celle-là, qui est centrée sur les hommes et les femmes, qui est centrée sur, bah, il faut qu'on ait, pour faire fonctionner notre entreprise, on a des robots, mais on n'a pas que ça, il y a plein d'humains, on a besoin d'êtres humains en nombre et en compétences. Voilà, et donc on définit les besoins j'aime pas le mot, mais en personne, en fait, en personne, en être humain. J'ai besoin de dealer, de faire avec combien d'êtres humains. Et si j'ai encore le contrat de travail, je vais les recruter, je vais leur faire signer un contrat de travail. Je vais les payer, je vais gérer tous les administratifs, la santé, les notes de frais, le patin couffin. Je vais les évaluer leurs performances. Je vais avoir des revues avec eux dans la durée, des entretiens professionnels, d'autres entretiens, pour gérer au mieux la relation avec ces personnes, surtout si je veux les garder, les fidéliser. Et puis, aussi, pourquoi pas, on peut se séparer d'un côté ou de l'autre. L'employeur peut aussi décider de se séparer de quelqu'un. Il peut sanctionner aussi, c'est le cadre d'ailleurs du contrat de travail qui apporte à la fois protection et puis garantie aussi pour l'employeur. Il n'existe pas pour rien les deux polarités. Toutes ces fonctions-là, que traditionnellement on appelait les fonctions RH, même si ce n'est pas tout à fait vrai, parce que traditionnellement, en fait, les fonctions dites RH, elles sont mélangées entre l'ARH, la fonction RH, et puis le management. Et là, l'idée, c'est de dire, il y a d'une part, on va manager le travail à faire dans des cercles, et d'autre part, on va créer un contexte particulier, circonscrit de façon explicite, dans lequel tout va être articulé autour du lien hiérarchique. Et moi, je recommande à mes clients, au début, ça les fait sursauter, mais c'est assez malin quand on y réfléchit, je trouve. Vous allez me trouver arrogant. Dans ce contexte particulier qui est centré sur la question d'avoir les ressources, en fait, c'est centré sur la question de la gestion des contrats de travail. Parce que toutes les fonctions RH ne sont que des conséquences du fait qu'on a contracté un contrat de travail. Donc, on pourrait voir ce travail de gérer les contrats de travail de la même manière qu'on pourrait voir la gestion des contrats avec les clients pour la partie business. Et donc, dans ce cercle, dans ce contexte, moi je recommande qu'on écrive noir sur blanc qu'il y a un rôle, qu'il y a une autorité qui s'appelle hiérarque ou responsable hiérarchique. Il vaut mieux le nommer pour pouvoir le circonscrire, en limiter les effets pervers, que de ne pas le nommer, rester dans le flou dans lequel on patauge depuis des décennies, si on veut avancer du côté de l'empuissancement des personnes. Le fait de faire ça fait que, au moins, vu du collaborateur, ce n'est pas la panacée, mais c'est largement mieux qu'avant. Il n'y a plus la confusion qui règne au quotidien. Collaborateur, souvent dans le monde conventionnel, il y a la confusion parce que son chef de service, c'est aussi son hiérarque. Et donc, en fait, la question du lien de subordination est mélangée tous les jours, toutes les heures, toute la journée, avec la question du travail. Et simplement en faisant ce que je viens de proposer, qui est hyper simple, quand vous avez un modèle constitutionnel type holacratie, ça se fait tout de suite, quoi. Du coup, ça ne règle pas le problème, bien sûr. Ça n'éradique pas les comportements, comment dirais-je, les comportements des personnes, je ne sais pas trouver le mot, les comportements infantilisants. Par construction, il n'y a pas péjoratif, mais c'est juste pas possible de faire autrement dès qu'on t'explique que tu as un responsable qui est de toi, donc tu ne peux pas être pleinement responsable de toi. Donc ça va les diminuer petit à petit. Pourquoi? Simplement parce que tu as mis une structure en place qui rend les choses explicites et qui circonscrit les deux. Et à partir de ce moment où tu as changé la structure, tous les efforts que tu vas faire pour responsabiliser les gens, ou plutôt tous les efforts que tu vas faire pour créer un environnement qui soit propice à l'empuissancement, à leur rythme des collaborateurs, parce qu'à mon avis, ça marche plutôt comme ça,
eh bien, toute l'énergie que tu vas dépenser va se faire dans le sens du courant, alors que si tu ne fais pas ça, toute l'énergie que tu vas dépenser pour empuissancer les personnes ou plutôt les empowerer, eh ben, va pas dans le sens du courant parce que l'architecture, la structure de pouvoir en place, elle va exactement à l'encontre. Elle renforce euh, une posture infantilisante, mais par construction, c'est normal. C'est pas rien à voir, c'est la faute à personne. Et c'est juste une conséquence du système. Et renforce la posture de victime inhérente en fait à la structure de pouvoir classique. Et après, évidemment, si on a quelque chose, on a un système très fort qui renforce la posture de victime et que toi, dirigeant, tu voudrais les responsabiliser, je ne te fais pas un dessin, ça va être beaucoup plus compliqué, tu vas mettre beaucoup plus d'énergie. À chaque fois que tu vas avancer d'un pas, tu vas reculer de trois. Donc, du coup, ça fait sens pour moi, et on l'a expérimenté chez plusieurs clients, donc je ne suis pas dans le rêve et dans le délire, hein, je parle de concret. Ça fait sens pour moi de régler d'abord la question, de fermer le robinet, de l'ouvrir dans le bon sens, de régler la question de la structure pour au moins que tous les efforts que tu vas faire, toi, dirigeant, vont se faire dans le sens du courant et non pas à contre-courant. Alors justement, tu as parlé d'holacratie. On a une question de Laurent qui est apparue. Quelle différence faites-vous entre adocratie et holacratie? Je connais pas suffisamment Adocratie et puis voilà, j'ai rien à dire sur cette question dans la mesure où je connais pas Adocratie. Euh, donc, je sais pas répondre à la question. Très Tu en as bien. une autre? Oui, du coup, dans la vidéo, tu parles de la dissociation de la gestion du contrat de travail et même tu en as reparlé. Oui. Distinguer l'organisation du travail de la RH avec le salarié qui est autorité. Mais du coup, qui s'assure que le travail est bien fait s'il n'y a plus de contrôle, si jamais c'est plus fusionné? Euh, si vous pensez, alors on revient sur les modèles mentaux, si vous pensez qu'il faut absolument contrôler les gens pour qu'ils fassent le travail que tu leur as donné, bah, on n'est plus dans une logique d'empuissancement. Mais plus du tout. Et il n'y a pas de problème avec ça. Il y a plein d'entreprises qui fonctionnent comme ça. Il y en a plein qui continuent de fonctionner comme ça. Moi, je ne vous parle pas de ça. Donc, il faut revenir là au modèle mental. Parce qu'il y a les outils, mais au-delà des outils, il y a le modèle mental. S'il n'y a pas de modèle, les croyances, en fait. Euh, la croyance qu'il faille, si vous avez la croyance individuelle ou collective qu'il faille contrôler les personnes et leur dire ce qu'il faut qu'elles fassent, bah c'est super, continuez comme ça. Mais ça va être complètement incompatible avec tout ce que je raconte. Donc, oubliez tout ce que je raconte. Si vous avez la croyance, et on n'est pas obligé d'avoir ça, moi je l'ai, mais si vous avez la croyance que l'être humain, il est capable de donner le maximum sans être contrôlé par un garde-chioum ou une babysitter, alors à ce moment-là, vous allez vous ouvrir peut-être à du management constitutionnel et de regarder quels sont les freins qui les empêchent, ces collaborateurs, de prendre, d'assumer des responsabilités, de s'empuissancer par eux-mêmes. Donc, on est sur la question des modèles mentaux. Moi, mon modèle mental, et je suis peut-être complètement utopique, mais bon, il y a quand même 110 clients qui m'ont suivi dans cette utopie, donc ce n'est pas complètement d'utopie. De là à dire que ça va généraliser, peut-être pas, mais je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est aligné par rapport à mes croyances. Moi, je crois que l'être humain, il est fondamentalement bon, à condition d'être dans un environnement sain. Et que le modèle conventionnel n'est pas sain, dans la mesure où il renferme la posture de victime, comme je viens de le dire, donc il nous enferme dans des triangles de Karpman. Et c'est vrai que j'ai observé pour moi-même et pour tous les collaborateurs, lorsque j'étais président ou dirigeant de société, que les gens étaient beaucoup moins bien qu'eux-mêmes dans l'organisation qu'ils l'étaient en dehors de l'organisation pour connaître un certain nombre d'entre eux, dedans et dehors. Le modèle mental que moi j'utilise, qui est pour moi une évidence, mais que pour moi sans doute, mais ce n'est pas très grave, et encore une fois, prenez pas pour argent comptant ce que je vais vous dire, mais c'est là où je suis et c'est là où je vais continuer à aller, ça c'est clair. Je vois l'entreprise, moi j'ai tendance à oublier la membrane juridique, parce que je trouve que la membrane juridique, elle nous dessert, et elle ne sert pas à grand monde. Alors pourquoi elle sert à qui la membrane juridique sérieusement? Elle sert aux actionnaires, enfin elle sert essentiellement aux actionnaires. Je ne sais pas à quoi elle sert la membrane juridique, mais pour un collaborateur, pour un manager dans une entreprise, il s'en fiche un peu de la membrane juridique. Elle n'a pas d'intérêt. Et pourtant, on l'a tous en tête puisqu'on change de régime. Donc, imaginons une entreprise non pas comme un truc fermé dans une membrane juridique, mais imaginons l'entreprise comme un écosystème. Parce que c'est un écosystème. D'ailleurs, toute la vie, tout ce qui est vivant est écosystème. Et on part du principe que l'organisation est vivante ici. Et, et donc, c'est un écosystème dans lequel il y a un certain nombre d'activités. De la même manière que dans une ville, quand vous baladez dans une ville,
Et il y a un certain nombre d'activités. Il y a un boulanger, il y a un charcutier, il y a un banquier, il y a je sais pas quoi, un assureur, un vendeur de téléphone, etc., etc. Donc, il y a plein d'activités. Et puis, toutes ces activités ont des vitrines et des clients. Ben, moi, j'imagine que l'entreprise, c'est pareil. C'est comme un quartier dans la ville. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la RH, quelqu'un qui s'occupe de la R&D, il y a une boutique R&D, il y a une boutique production, il y a une boutique marketing, il y a une boutique commerce, il y a une boutique ci, il y a une boutique ça. Et que finalement, aller vers le self-management, qui est quand même l'expression un peu à la mode en ce moment, ça voudrait dire, selon moi, qu'on est capable d'organiser l'entreprise comme un écosystème avec des patrons de petites entreprises au sein de cet écosystème, de la même façon que ce qui se passe dans les villes quand vous êtes en ville avec le boulanger, le charcutier, etc. Sauf que là, ce n'est plus une boulangerie, une charcuterie, mais ça va être de la R&D, de la prod, du commerce, etc., etc. Et que chacune de ces petites entreprises rentre dans des relations, d'ailleurs, ce n'est pas des relations personnelles, on a un autre plan, des relations entre rôles, entre entrepreneurs, construites de la même manière que celles que vous rencontrez en ville. Et donc, du coup, si par exemple, je regarde la mini-entreprise qui s'appelle marketing, je vais regarder la vitrine. Et je vais définir, toi, marketing, tu offres quoi? Si moi, je suis client, tu es mon fournisseur, qu'est-ce que tu m'offres? Et donc, on va définir marketing, on appelle ça un rôle, cette petite entreprise, par les promesses de vente, la proposition de valeur qu'elle offre à ses clients pouvant être externes à l'entreprise ou internes à l'entreprise. C'est la même chose par ailleurs, puisqu'on a dégommé ou on a ouvert la membrane juridique en disant finalement, ce qu'on veut, c'est que ça se passe à l'intérieur comme ça se passe à l'extérieur. Et c'est aussi simple que ça à faire, c'est aussi difficile que ça, tellement ce modèle mental n'est pas ancré du tout, et c'est normal, hein, vous avez vu le nombre de dizaines d'années où on fonctionne autrement dans l'entreprise. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, ça passe, il y a une condition pour que ça puisse marcher, qui me vient à l'esprit, il y en a d'autres, mais par rapport au sujet sur lequel on est centré, il y en a au moins une, c'est que le collaborateur ait envie de devenir un patron d'une petite entreprise, même si c'est une toute petite entreprise. Ça suppose que le collaborateur ait envie de devenir ce patron qu'il n'était pas avant. Avant, on avait beau lui dire qu'il était responsable, n'empêche que dès qu'il faisait quelque chose d'un peu différent, il fallait qu'il se fasse valider, donc il était responsable de rien. Donc oublions le mot responsable qui ne veut, à mon avis, rien dire dès qu'on a un autre modèle mental en tête. Et donc, en fait, la clé, c'est, enfin une clé, pardon, mais une clé essentielle, avant de faire quoi que ce soit vers le self-management vis-à-vis d'un collaborateur, c'est lui demander s'il est OK de changer son identité professionnelle. J'ai en tête l'exemple d'une femme que j'avais rencontrée, collaboratrice dans une entreprise que nous avons accompagnée en management constitutionnel, inspirée de holacratie, holacratie plus quelques amendements constitutionnels. Et la personne m'a dit, écoute Bernard-Marie, ton truc là, c'est génial. Vraiment, franchement, c'est génial et c'est très bien pour notre société. Mais moi, compte pas sur moi. Moi, mon job, moi, ce que je veux, c'est, moi, je suis payé correctement. Je fais mon job, je fais mes horaires, je discute avec les copines pendant la journée parce qu'elle a un métier où elle peut discuter avec les copines. Et puis le soir, je rentre et j'oublie tout et je me centre sur ce qui est important pour moi, c'est ma vie perso. Et je lui dis, bah, super, parfait. Je pourrais rien faire contre ça et c'est très bien. Pourquoi projeter autre chose? Elle a le droit de vivre ça, cette personne. Mais tant que cette personne-là n'aura pas décidé elle-même par elle-même de changer son identité professionnelle pour migrer d'une identité professionnelle où elle était exécutante et faisait ses horaires, blablabla, à une autre identité professionnelle où elle se voit, parce qu'elle voit de la valeur, ça lui fait remonter son idée. Enfin bref, elle se voit, elle se projette là-dedans, où elle est patronne d'une petite entreprise au sein d'un écosystème qui est l'ensemble de l'entreprise. Vous n'avez aucune chance d'aller vers le self-management pour cette personne-là. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Le temps fera peut-être son office, et puis à la limite, elle a le droit de vivre toute sa vie comme ça. C'est son droit le plus strict. Mais dès que vous voulez imposer, forcer les choses, ça ne marche pas. On ne peut pas tirer sur la queue des radis pour les faire pousser plus vite. C'est pour ça que j'aime pas le mot empowerment, parce que, d'ailleurs, on voit bien que ça ne marche pas. La preuve, ça fait des dizaines d'années qu'on utilise ce mot, parce qu'on va dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'empowerment veut dire qu'il y a un super manager, un super héros qui va t'empowerer. Et puis alors maintenant, à la mode, c'est le héros libérateur. Donc en plus, il s'est formé, il s'est fait accompagner, il a même fait de la thérapie, donc il se transforme, il s'éveille, c'est formidable. Et du coup, grâce à son éveil, il va t'empowerer. Non, nous, on n'est pas du. C'est super, hein, c'est très bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est largement insuffisant. Il y a quand même, il est temps de fermer le robinet et il est temps de créer un environnement dans lequel ceux qui ont envie de s'empuissancer puissent le faire, sans être maternés. Parce que dès que quelqu'un est materné pour le faire, ben, par construction, il va à l'inverse de l'empuissancement. Ça va à l'inverse du self-management.
Merci bien, Marie. Donc, il reste encore 5 minutes. Il y a deux questions très intéressantes qui nous ont été posées. La première, peut-on avoir des actions, comportements concrets de management pour faire vivre ce modèle? Redis la question, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais donc fournir des actions ou des comportements concrets de management pour faire vivre ce modèle dont tu parles? Euh, les comportements et la culture de manière générale sont la conséquence de la structure. Je viens de publier, je peux la faire passer une tribune là-dessus, c'est la structure qui crée la culture. Dans notre vision, notre façon de faire. Et en fait, il y a plein de gens qui vont dire le contraire. Il y a plein de gens qui vont dire que la structure peut changer à coup de stratégie, à environnement constant. Je leur souhaite bonne chance, ça n'a jamais marché. J'ai été consultant pendant longtemps, ça ne marche pas ça. Du coup, ce qu'il faut comprendre en amont, je réponds à la question, mais j'ai besoin de mettre un peu de contexte. Ce qu'il faut comprendre, enfin, ce que moi je vois en amont, c'est que les comportements des gens ne sont que la conséquence, enfin, ne sont les comportements des personnes ne sont pas leur identité. Hein, c'est vraiment essentiel. Les comportements des personnes, que tu vois des personnes qui te font les identifier, les étiqueter d'une certaine manière, bah, tu te trompes. En fait, les comportements des personnes n'ont rien à voir avec leur identité. Les comportements des personnes n'ont rien à voir avec l'identité, c'est les stratégies conscientes ou inconscientes qu'ils choisissent à environnement donné. Donc, si on change l'environnement, il faut s'attendre à ce que les comportements des personnes changent. Puis il y a quelques accélérateurs par rapport à ça. Et ce truc-là, c'est essentiel à comprendre, notamment quand vous voulez donner une chance que ça fonctionne. Le management, maintenant, il n'est pas défini dans le modèle conventionnel. Il y a des écoles de management. Bon, je dis ça avec beaucoup d'affection, pour y enseigner. En fait, ils n'apprennent pas du tout à manager, ça se saurait. Et mettons école de commerce ou école de business model, ça ok. Mais je ne veux pas limiter ce qu'on apprend, c'est des écoles vraiment intéressantes, mais ce n'est pas des écoles de management. Et d'une manière générale, la matière management est d'une pauvreté, à la fois en termes d'enseignement, et puis ce n'est pas moi qui le dis, c'est les professeurs de management qui le disent. Il y a une prof que j'ai rencontrée de management, c'est son métier, hein, fait ça 100%. Mais moi, la difficulté que j'ai, c'est que je ne sais pas encore vraiment ce que c'est, donc je donne 3 pistes radicalement différentes. Il faut reconnaître que c'est un ancien manager qui parle, dirigeant, bon, à part l'organigramme, qu'est-ce qu'on a? On a les fiches de poste, que heureusement que c'est difficile à utiliser ce truc-là, il faut reconnaître, et les processus qui ne sont pas forcément liés à la machine de commandement, ce qui fait que les processus, on les fait fonctionner assez facilement quand il n'y a pas de stress, mais dès qu'il y a du stress, la pyramide du pouvoir reprend la main et les processus, quand on a le temps. On n'a pas vraiment d'outils. Là, vous passez à un management constitutionnel et vous avez plein d'outils. Vous avez l'outil du rôle, vous avez un outil pour définir les autorités, vous avez un outil qui précise que tout attendu non explicite n'existe pas. Donc, les attendus sont rendus explicites. Et le management est complètement transformé. Et là, du coup, maintenant, on commence à avoir une matière en termes de management, à tel point qu'il y a des sociétés maintenant qui viennent me voir pour que je les forme au management, parce que maintenant, on a acquis une boîte à outils et des postures inhérentes à ce qu'on pourrait appeler sérieusement du management avec un vrai contenu. Et donc, la Constitution, holacratie ou toutes les constitutions sur lesquelles on travaille, vont rendre explicite, tout passe par les rendre explicites, vont rendre explicites les fonctions managériales qui ne l'étaient pas avant. Et maintenant qu'elles sont rendues explicites, vont pouvoir les distribuer sur un certain nombre de rôles, pas un seul, sur tous les rôles, puisqu'il y a du self-management, plus des processus. Bon, je fais court. Et donc, dans ce processus à la fois rendre explicite et ensuite de distribuer ces fonctions managériales qui restent nécessaires. Il y a des gens qui pensent qu'on peut se passer de manager, mais c'est n'importe quoi. Bien sûr qu'il y a des fonctions managériales et on en a besoin. Et, dans cette redistribution des fonctions managériales sur différents, non pas personnes, mais des rôles, hein, on a une plateforme d'intermédiation entre les personnes et les rôles, qui sont des organes de l'organisation. Il y en a un qui s'appelle, bon, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe, mais il y en a un qui est une nouvelle forme de management, parce que ce rôle-là, il n'a que des fonctions managériales. Bon, en holacratie, il s'appelle leader de cercle, enfin, on l'appelle maintenant leader de cercle, avant on l'appelait premier lien. Et ce rôle-là, il a des fonctions un nombre limité, circonscrit, comme structurer le cercle, le travail du cercle, comme affecter les personnes dans les rôles, définir des
des indicateurs, définir des priorités, des stratégies dynamiques, ce genre de choses. Mais il n'a pas de pouvoir sur les personnes. Donc, un bon comportement, pour enfin répondre à la question, que j'ai comprise, je suis peut-être à côté de la plaque, un comportement qui, pour moi, est un essentiel que je propose volontiers rapidement au départ, indépendamment du changement de regard pour permettre aux collaborateurs de changer de comportement à environnement changeant. C'est à chaque fois que quelqu'un continue, imaginons que c'est moi le manager, que quelqu'un continue de venir me voir dans mon bureau pour me demander la validation, comme il était obligé de le faire avant. C'est pas qu'il est câblé comme ça, c'est qu'il n'a pas le choix. Mais donc, il va continuer, même si on a changé la structure. Eh ben, je vais surtout pas répondre. Je vais surtout pas répondre à la question. Je vais regarder qui est autorité par rapport au sujet qu'il évoque, parce qu'en fait, ce management constitutionnel type holacratie, c'est un système qui peut vous dire, enfin, qui permet de voir immédiatement, en fonction du sujet qui est évoqué, qui a autorité en la matière. Et il n'y en a personne d'autre qui a autorité, par définition du mot autorité, qui est un mot qui n'est pas du tout habituel dans les organisations conventionnelles. Donc, je prends conscience du sujet sur lequel la personne veut m'impliquer et immédiatement, je regarde qui a autorité sur notre logiciel. Mais voilà, si je ne sais pas, je peux regarder le logiciel. On a un logiciel dans lequel il y a tous les rôles. C'est transparent pour tout le monde, évidemment. Et puis, je me rends compte que je n'ai pas autorité sur le sujet parce qu'il était venu me voir par réflexe comme avant et par habitude. Il venait voir le boss. Mais sauf que je ne suis plus son boss. Je suis juste le leader de cercle qui a quelques fonctions managériales et aucun pouvoir sur les personnes. Et encore moins sur les. Et du coup, je vais lui dire, bon, sachant que j'ai aucune autorité sur le sujet que tu évoques, et en passage, j'ai regardé dans le logiciel, et je me rends compte que c'est toi qui as toute autorité, comment est-ce que je peux t'aider? Ça, c'est le comportement de base. Dès qu'un premier lien ou un leader de cercle, nouvelle forme de management, adopte ce réflexe, et moi, je leur donne une posologie, je leur dis au moins faites ça au moins une fois par jour, ou une fois par semaine au début, puis après on monte la barre une fois par jour, 3 fois par jour. Voilà la posologie de départ. Et à force de faire ça, les gens… et il n'y a pas de… Je ne suis pas sauveur quand je fais ça. Je fais juste d'appliquer des règles du jeu, d'un modèle d'un état de droit, d'une organisation de droit basée sur la Constitution. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, l'exercice du pouvoir, à force de renvoyer ça, les personnes vont… ah oui, c'est vrai, j'ai autorité. Du coup, ça va les amener dans un espace. C'est pas qu'ils ne voulaient pas. Ça va les amener dans un espace où petit à petit, ils vont lâcher l'ancienne habitude pour en adopter une autre, qui est celle de se mettre en mouvement et d'assumer leur autorité telle que décrite de façon explicite, parce que maintenant leurs autorités sont explicites. Ça veut dire que quand la personne a autorité, il n'y a personne d'autre que cette personne, et même pas l'ancien boss qui a plus autorité sur elle que sur le sujet. C'est la définition du mot autorité qui vient remplacer, heureusement, ce truc qu'on appelait responsabilité avant. À l'inverse, ça c'est comportement du manager. À l'inverse, il ne leur pas arrêter. Merci beaucoup Bernard-Marie pour tous ces éléments de réponse. Donc merci à tous pour votre participation ainsi que toutes vos questions. Malheureusement, on n'a pas pu tous y répondre. Sachez que nous organisons cependant régulièrement ce genre d'événement et que vous aurez donc toutes les informations dans un email de follow-up qui va s'en suivre. Merci Bernard-Marie, je te propose de conclure ce rendez-vous par un tour de clôture. Ta clôture, Bernard-Marie. Oui, désolé, j'ai mordu 3 minutes, tu aurais pu me reprendre. Oui, je suis désolé pour ça, je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous, excellente journée, au plaisir.